autorités burkinabées sont passées à la vitesse supérieure pour lutter contre l'incivisme routier. Des peines de travail d'intérêt général ont été infligées à des jeunes interpellés pour acrobatie sur la voie publique pour non-respect des feux tricolores, conduite à contresens, des sanctions jugées diversement d'un citoyen à l'autre. Des détails dans ce reportage de Abdulrahim Tapsoba. Adoptée le 8 novembre 2024 par l'ALT, la loi portant administration du travail d'intérêt général TIG est aujourd'hui une réalité au pays des hommes intègres. 75 jeunes interpellés le jour de la fête du Ramadan pour incivisme routier ont expérimenté cette mesure. Acrobatie sur la voie publique, non-respect des feux tricolores, conduite à contresens. Autant d'infractions qui les ont conduits à effectuer des travaux d'intérêt général. Abdulkader Tapsoba, un des jeunes concernés, dit avoir pris conscience des conséquences de leurs actes. Il invite ses amis au civisme. On est allé au monument pour aller prendre des photos. Donc après les policiers nous ont récupéré les champs interdits. Donc on nous a amenés pour faire des travaux, pour mettre des pavés quoi. On a travaillé jusqu'à le soir. On nous a dit d'appeler nos parents. Ils sont venus. Donc, ce matin, on est venu pour récupérer notre moto. Quoi. Le message que j'ai donné à mes camarades, c'est de suivre les codes de route. Marcher tout droit, une quinte droite quoi. Voilà. Donc, la respecter police là. Cette application de la loi est saluée par de nombreux citoyens burkinabés. Certains souhaitent toutefois que les sanctions ne se limitent pas aux jeunes, mais s'étendent également aux adultes auteurs d'incivisme routier. Ils ont été réquisitionnés et ils sont allés sur le terrain, ils sont allés travailler. Non seulement le pays gagne, le pays gagne parce que nous avons une main-d'œuvre gratuite. Le pays gagne parce qu'on aurait discipliné des bandits en gestation. Le pays gagne parce qu'effectivement nous sommes en train de construire dans la tête de ces petits enfants-là ou dans la tête de ces jeunes ce qu'on appelle le respect du droit, le respect des fondamentaux d'un pays. Je pense que les travaux d'intérêt général décrétés par l'État à ce niveau, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer et vraiment, on a constaté ça ici même hier et aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ça apporte une vibration positive. Ces jeunes ont contribué au nivellement d'un tronçon de 500 mètres destiné à être pavé. L'objectif du travail d'intérêt général est clair, sensibiliser par l'action et responsabiliser les contrevenants. Les faits tricolores, tout ça. Promenade de santé pour les étalons cadets en cas. Voici donc le reportage signé Abdulrahim Tapsoba pour analyser ce sujet et bien d'autres. Nous recevons sur ce plateau deux invités. Sylvain Yameogo, président du réseau patriotique burkinabé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, On dit aussi bonsoir à Aboubakar Sidiki Zerbo. Il est enseignant en logistique et transport, acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Vanessa et merci pour l'invitation. Merci à vous donc d'avoir répondu présent à notre invitation. On vient de suivre ce reportage qui portait sur des sanctions infligées à des acteurs d'incivisme routier. La première question, je vous l'adresse Sylvain Yameogo. Comment est-ce que vous jugez ces formes de sanctions infligées aux usagers? Alors, avant tout propos, je voudrais d'abord rendre un hommage vibrant à tous ceux qui contribuent à la régulation de la circulation dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs. Alors, il faut dire que c'est une bonne initiative parce que quand on regarde un peu ce qui se passe à Ouagadougou, surtout quand vous êtes en circulation, souvent vous avez la peur au ventre de se faire faucher, soit par un enfant, comme c'est dit, ou bien souvent même par des adultes.
Alors, nous apprécions cette initiative, non seulement parce que l'État a jugé bon de passer à la vitesse supérieure, mais nous disons aussi que c'est normal parce que quand on regarde un peu par le passé, ces initiatives existaient déjà au niveau du ministère de la Justice, parce que quand on regarde un peu en milieu carcéral, avec les cas de surpopulation dans certaines maisons d'arrêt, il y avait des détenus qu'on prenait pour aller faire des travaux d'intérêt général pour un temps soit peu faire des réaménagements de peine et pour être utile à la société. Il y a aussi cette dimension qu'il ne faut pas oublier parce que nous sommes des citoyens burkinabés, nous sommes dans un état de droit et généralement l'État dispose des moyens pour pouvoir réguler ou bien encadrer un peu les citoyens. Et quand on parle de moyens, il y a souvent ce qu'on appelle les moyens répressifs et les moyens idéologiques. Et quand on parle de moyens répressifs, selon lui à tout seul, ce sont des mécanismes que l'État met en place et qui travaillent à restaurer un peu à restaurer la paix et la quiétude au sein de la société, notamment quand on parle de la justice, quand on parle de la gendarmerie et quand on parle aussi de la police. Voilà des moyens répressifs de l'État. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les moyens idéologiques. Et les moyens idéologiques, généralement, c'est l'école, c'est la famille, c'est aussi les religions, dont l'État, en fonction de sa vision, peut influencer ces moyens-là pour pouvoir donner sa vision d'éducation et de formation. Et quand nous voyons ce qui se fait actuellement, nous pensons que l'État a pris à bras le corps tous ces moyens vraiment pour discipliner les citoyens qui non seulement risquent leur vie et aussi risquent la vie de certaines personnes. Et ça a salué selon votre entendement? Ça a salué et nous pensons même qu'on doit aller au-delà de ça. Parce que quand vous regardez, quand on arrive au niveau des feux tricolores, c'est là où il y a la police que les citoyens obéissent aux indications du feu. Et quand il y a la police, quand il y a le feu qui est fonctionnel et il y a les VADS qui sont là, il y a des citoyens qui frôlent et qui passent, qui ne respectent même pas non seulement le feu et l'agent qui est là. Et quand vous regardez au Burkina Faso, on a vu dernièrement l'État installer des caméras pour pouvoir pallier à ça. Et ce qui est marrant, vous voyez, il y a le feu qui est fonctionnel, il y a un agent qui est là, qui est payé, et le feu, c'est avec l'électricité, c'est nous qui payons, et il y a des policiers souvent qui sont là. Donc vous allez voir des feux où ces trois institutions fonctionnent en même temps, mais malgré tout ça, il y a des citoyens qui arrivent, quand ils savent que de l'autre côté, il n'y a pas un agent de la police qui peut l'interpeller, ils frôlent et ils passent. Donc vous voyez qu'on avait atteint un certain niveau où il y a des enfants même qui ne respectent même plus leurs parents à la maison, qui n'obéissent plus, on leur donne des conseils, ils ne veulent pas. Et quand vous regardez ces jeunes-là, je pense que les parents vont saluer cette initiative parce que c'est qu'aucun parent ne va conseiller son enfant de faire ça. Et généralement, quand on donne des conseils à la maison que ça ne passe pas et que l'État vous aide avec ces moyens-là d'éduquer vos enfants, vous ne pouvez que saluer. Et nous saluons à sa juste valeur vraiment cette initiative-là. Alors, Boubacar Sidiki Zerbo, est-ce que ce sont des peines, des sanctions trop fortes ou méritées au regard de la faute qui a été commise? Bon, de prime abord, ce sont des sanctions justes, légitimes, normales et logiques. Mais je pense que c'est incomplet. En plus des travaux d'intérêt, il fallait aussi confisquer la moto pour 6 mois. Si l'enfant marche pendant 6 mois sous 45 degrés à Ouagadougou, sur le goudron brûlant, sous les moqueries, les railleries de ses camarades, il va prendre conscience. Ensuite, il faut les envoyer individuellement à l'hôpital traumatologique pour leur faire voir les bras couchés du fait de leur impolitesse circulaire. Là, ils vont comprendre. Puisque, madame, le problème, c'est quoi? Premièrement, les sanctions sont justes. Puisque quand on dit l'adolescence, vous êtes d'accord avec moi que l'adolescence rime avec... l'insouciance. Non, insouciance, mais surtout témérité, vitalité, dynamisme, énergie. Quand on est adolescent, on a le goût de l'aventure, on a le goût du risque, on a la volonté de se surpasser pour impressionner. Ce n'est pas mal, mais pas sur la voie publique. Puisque lorsqu'on le fait sur la voie publique,
non seulement on expose sa vie, celle des autres, et souvent vous voyez ces jeunes-là qui font la gymnastique mécanique en pleine circulation parmi les véhicules. Donc du coup, je pense qu'il faut les sanctionner à la hauteur de leur forfait en ajoutant un supplément de sanctions supplémentaires, tel que par exemple la moto, 6 mois, on confisque et on les envoie en traumatologie voir les conséquences de l'incivisme en circulation. Ensuite, madame. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont des acteurs inciviques, il y a des adultes également. Dans ce cas maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Pour les adultes, quand même, il faut aller même à des peines de prison de quelques jours. Puisque, madame, je pense que l'adulte a maintenant éduqué les enfants. Et si jamais lui-même qui est éducateur faillit dans son comportement, je pense que bon, il faut le censurer à la hauteur de son forfait. Mais madame, ce que je voudrais ajouter par rapport à cela, c'est quoi? Ce que ces jeunes-là font, ils peuvent le faire dans un cadre réglementaire. Puisque Ouagadougou est la capitale au monde des 2 roues. Donc c'est mieux de créer un cadre pour ces jeunes-là, pour qu'ils aillent exprimer leur talent de moto. Par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait un... Vous parlez là d'une sorte de parc dédié pour les cascades. À Samba, il y a une zone bien délimitée pour tout ce qui est cascade et gymnastique mécanique. Et je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, il y avait un monsieur qu'on appelait Stéphane Balkouma, qui a fait rêver toute une génération de Burkinabés par sa maîtrise de la moto. Donc l'État pourrait par exemple créer des centres, des lieux appropriés, indiqués spécialement pour la manœuvre sur moto. Et même on pourrait faire des compétitions où ces jeunes pourront aller y exprimer leur talent. Donc je pense que puisque Ouagadougou quand même c'est la capitale des 2 roues, tout Burkinabé qui naît c'est aller à moto, c'est aller à vélo. Donc je pense que ça peut être une occasion de créer un sport mécanique officiel avec des compétitions pour ces jeunes-là. Maintenant, quant à ceux qui sont mis en circulation, à faire de leving, à cabrer avec leur moto, je pense que cette sanction-là tombe juste, mais elle est un peu inefficace. Il faut ajouter la confiscation de la moto et surtout les enfants en traumato, ils vont aider les chirurgiens pendant 1 semaine à toucher le sang, à soigner les blessés pour prendre conscience de leurs méfaits. Aboubakar Sidiki qui est assez intransigeant dans ses propositions de sanctions, mais pour revenir donc au cas des adultes qui sont aussi soumis à ces peines, quel pourrait être donc le message? Alors, il faut dire que le message reste le même. Le plus souvent, les gens achètent les motos, mais ils ne connaissent même pas le code de la route. Et où il y a le vrai problème, et moi je pense qu'il faut instaurer le permis de conduire, ne serait-ce que le code. Pour les motos. Parce que quand vous regardez un peu souvent, 80% des accidents, quand vous regardez, il y a au moins souvent la non-maîtrise du code de la route. Il y a déjà l'assurance pour les motos qui est méconnue et non appliquée. Je viens. Et quand vous regardez souvent, il y a des gens même qui prennent des sens interdits, mais ils voient le panneau, mais ils ne savent même pas que c'est sens interdit. Donc nous pensons qu'il faut aussi voir ce côté-là. Pourquoi pas ne pas instaurer le fait que chaque personne qui doit acheter une nouvelle moto à partir de maintenant, en plus du casque, que la personne puisse aller faire le code. Tu viens avec ton succès au code, tu présentes et tu achètes ta moto, plus on te remet ton casque. Ça, c'est ce que nous proposons d'ores et déjà. Parce qu'il y a beaucoup de situations où on se rend compte que c'est parce que les gens ne connaissent pas le code de la route qu'ils font. Maintenant, pour ceux qui savent et qui font vraiment comme si leur vie n'a pas de sens, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons des chantiers presque partout. Et on a besoin du personnel sur le front pour la libération de notre territoire. Pour quelqu'un qui n'a pas peur de mourir sur le goudron, je pense qu'il ne doit pas avoir peur aussi d'aller combattre au front pour libérer le pays. Parce que souvent, quand vous voyez, à la limite, c'est du suicide. Moi, une fois, j'étais en circulation, il pleuvait ce jour, et c'est un adulte. Il faufilait entre les véhicules, et quand il arrivait à mon niveau, il a glissé. Comme il pleuvait, et le goudron est mouillé, il a glissé. Et si j'étais en pleine circulation, c'était ce que je l'aurais écrasé. Bon, c'est pas un enfant. Donc, ce qui se fait, généralement, c'est que nous sommes dans une société vraiment où
la morale est au bas de l'échelle. Une fois, j'ai vu une situation en pleine circulation où il y a un monsieur qui a pris un enfant au dos parce que l'enfant était en kaki. Donc, il sait que l'enfant partait à l'école. Et quand il est arrivé au feu, il a voulu faufiler et l'enfant l'a tapoté et les gens commençaient à rire. Et il est parti. L'enfant voulait lui dire que parce que l'enfant a indexé le feu. Donc, voilà un enfant au dos, à l'arrière d'un adulte inconscient. Donc, l'éducation, on ne doit pas cibler seulement que les jeunes et les enfants. On doit aussi mettre cette même sanction-là au niveau des personnes âgées et aussi leur trouver vraiment du travail parce que le Burkina Faso est en chantier. Est-ce que Sidiki Zerbo, ces différentes peines-là, en tout cas dans le domaine pour le moment de l'incivisme routier, est-ce que c'est déjà une bonne dynamique pour le retour de l'ordre et la discipline, l'appel lancé par le chef de l'État? Bon, puisque on a constaté au Burkina Faso que la sensibilisation, la pédagogie, le conseil ont des effets limités. Donc souvent, il faut passer à la vitesse supérieure en châtiant, en punissant sévèrement le fautif. Pourquoi? Puisque, bon, nous avons remarqué au Burkina Faso, il y a un certain incivisme volontaire, délibéré, et une volonté de défier l'autorité. Souvent, on prend plaisir pour un peu se jouer aux braves, aux héros, à brûler le feu, à un peu dribbler, esquiver la police. Donc quand c'est comme ça, je pense que le conseil, la remontrance, le reproche ne suffisent pas, il faut sévir. Donc pour ce genre de sanctions, comme je l'ai dit, je trouve que ça vient à point nommé, c'est juste, c'est pertinent, c'est logique et c'est légitime, mais c'est insuffisant. Même pour l'adulte, le père de famille à qui on confisque la moto pour une semaine avec 100 000 francs d'amende, bon, ce monsieur quand même, je pense qu'il va réfléchir prochainement avant de brûler le feu. Donc, je reviens encore sur ma position initiale, ces sanctions sont justes, mais il faut aller un peu au-delà en confisquant l'engin. C'est déjà un bon début. Alors, on note que ces jeunes acteurs d'infraction au cours de la route ont été faits ambassadeurs de la sécurité routière par le directeur général de l'ONASER. L'idée ici est de faire d'eux des modèles pour leur entourage et sensibiliser leurs camarades. Est-ce que c'est dissuasif comme mesure, c'est salutaire? Alors, le fait de les faire ambassadeurs de la sécurité routière? Vous savez, en ce genre de situation, toutes les initiatives qui permettent de réguler ou de corriger une situation d'indiscipline est à saluer. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été victimes. Quand vous les écoutez, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc c'est pour dire quoi? Vous voyez qu'il a dit que le lendemain, qu'ils sont venus avec leurs parents. Et je vous jure que, c'est comme je disais, il y a des parents dans ça qui seront contents parce que désormais, l'enfant récalcitrant qui était là, qui n'écoutait personne, désormais serait un ambassadeur. Et je pense que ce message est fort et ça permet même d'influencer son entourage parce que généralement, ce sont des enfants qui appartiennent à des groupes. Donc, non seulement lui, il devient un fervent défenseur de la cause et son environnement immédiat aussi va emboîter le pas et ce qui va faire ce qu'on appelle l'effet de boule de neige, ça va finir par prendre. Mais tout début, c'est pas facile et nous savons aussi que 75 jeunes, quand on regarde un peu la population de Ouagadougou, c'est peu, mais je suis convaincu que les agents de la sécurité doivent continuer à traquer. Et je vais me faire une proposition. Je pense que c'est quand ils sont en tenue que les gens respectent le feu. Je proposerais même s'ils pouvaient se mettre en civil et ils se mettent environ 10 mètres ou 15 mètres avec une moto et dès que tu brûles, on te suit jusqu'au prochain feu, on t'interpelle. Moi j'ai vu la situation au niveau de feu à côté de la RTB radio où les gens ils ont brûlé le feu et ils sont en train de faire des travaux à côté. Il y a 2 demoiselles qui étaient sur une moto, ils se moquaient d'eux. Et il y a une qui est restée derrière, buvait de l'eau, elle a jeté le sachet d'eau. L'agent qui était là, de la sécurité qui était là, a appelé le feu supérieur suivant. Et ils ont arrêté les filles là-bas pour dire qu'il y a un monsieur qui vous appelle derrière, mais déposez votre moto ici. Et quand elles sont arrivées, ils ont dit, vous avez déposé un colis ici, le colis vous appartient, veuillez prendre. Elles ont pris le sachet d'eau, mais elles ont travaillé, elles ont pris les gilets, elles ont travaillé. Donc, c'est dire que la discipline là, ce n'est pas seulement que l'effet tricolore. Quand vous regardez à Ouagadougou, quelqu'un est sur sa moto,
il crache comme un serpent. Avec les tas de maladies qui circulent aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Non. Vous voyez quelqu'un qui fait un accident, ou bien son véhicule tombe en panne, je parle des adultes, il n'a pas de triangle de sol, il arrache des feuilles et il dépose. Il finit même, ce qui n'est pas normal. Malheureusement, quand il finit, il part avec son véhicule, il laisse les tas d'ordures là sur la voie publique. Ça, c'est pas normal. Donc, cette situation-là doit s'étendre à plusieurs volets. Et nous pensons que déjà la dynamique est bonne. Maintenant, on demande seulement à l'autorité de continuer à réfléchir. Et chaque situation d'infraction doit créer une situation de créativité, de punition. Et ça va permettre aux gens, aux Ouagavillois surtout, de se discipliner. D'accord, on va poursuivre dans le milieu sportif et des loisirs où aussi il y a quelques difficultés à trouver des solutions. Du 10 au 12 avril 2025, plusieurs acteurs du monde sportif burkinabé et des loisirs ont été conviés à dresser le diagnostic du secteur miné par plusieurs maux. Les 3 jours ont été mis à profit par les participants pour identifier les points de blocage en termes de développement et de promotion du sport et de faire des propositions qui seront traduites en actions concrètes. Retour donc sur ces conclusions avec Daouda Porgo au Chaban Ouattara. Clap de fin sur les assises nationales du sport et des loisirs au Burkina Faso. Durant 3 jours, les acteurs du monde sportif ont répondu à l'appel du gouvernement sous la houlette du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi pour diagnostiquer les défis du secteur et tracer les lignes d'un avenir plus ambitieux. Faire du sport un levier de développement au Burkina Faso était l'objectif de ces 72 heures d'échange. À l'issue de ces assises, je suis plus que jamais convaincu que nous avons amorcé un tournant décisif. Un tournant où le sport et les loisirs cesseront d'être des options pour devenir des piliers de notre politique nationale de développement. Nous avons semé les graines du renouveau. À nous tous, maintenant de les arroser avec détermination, engagement et fierté. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées par les parties prenantes concernant la direction des sports et des loisirs. 10 recommandations ont été émises, parmi lesquelles figure la mise en place d'un conseil national des sports et des loisirs. Nous avons aussi recommandé d'élaborer et de mettre en œuvre le programme d'appui à la relève sportive. Nous avons demandé d'institutionnaliser la pratique du sport pour tous et des loisirs. Donc ce sont entre autres des recommandations que nous avons formulées qui, après mise en œuvre, nous pensons qu'au bout nous aurons le développement du sport et des loisirs, sans oublier l'industrialisation du sport et des loisirs qui actuellement est un acte fort du gouvernement du Burkina Faso. Avec le comité de suivi qui sera mis en place, je ne doute point de la mise en œuvre de ces recommandations qui vont contribuer certainement au développement du sport et des loisirs, qui est notre objectif commun à nous tous. Les recommandations issues de ces assises sont jugées pertinentes par le ministère en charge des sports. Elles constituent désormais la feuille de route pour un sport plus fort, mieux structuré et plus compétitif, a indiqué le ministre Roland Somda. On parle donc tenue des assises nationales, une première au Burkina Faso pour un meilleur rayonnement du domaine du sport et des loisirs. Alors, les assises nationales, selon vous, Sidiki Zerbo, quelles sont les entraves au développement du domaine du sport au Burkina en tant qu'observateur externe du domaine? Ok, madame, bon, on dit que toute chose étant égale par ailleurs. Ce qu'on a au sport, ce qu'on a dans la culture, ce qu'on a dans les arts. Tout le problème du Burkina Faso réside dans l'humain, l'homme burkinabé. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'au Burkina Faso, nous avons des soucis à nous parler, à s'entendre, à voir dans la même direction. On peut avoir des opinions, des avis divergents, mais quand même être capable de penser à l'intérêt général. Mais non, chacun est arc-bouté sur ses idées. Nous sommes dans un égocentrisme, un égoïsme patent qui fait que non, c'est dur d'avancer. Puis chacun qui a raison, là c'est un. Deuxièmement, si vous voyez ce qui mine, ce qui plombe, ce qui porte entrave à l'épanouissement du sport au Burkina Faso, en bas vous allez voir qu'il y a l'argent dedans.
vous allez voir qu'il y a une masse financière à se partager. Donc du coup, bon, puisque, soyons francs, madame, tout le problème du Burkina Faso réside dans les 10 doigts, dans l'œsophage et le tube digestif. Donc du coup, les sommes d'argent que donnent les instances sportives, telles que la FIFA et consorts, cette masse à se partager pour développer le sport, d'autres le prennent à des fins personnelles. Donc du coup, je pense que le problème est humain. Mais il n'y a pas que le football. Ah oui, c'est là que je parle un peu de la plupart de tous les sports, madame. C'est l'incapacité des Burkinabés à se parler, à s'entendre, à se fédérer, à s'intégrer pour atteindre un objectif commun. Puisque, attendez, madame, remarquez voir, quittez le sport, quand on paye la musique, l'art, le sport et autres domaines, on peine à s'entendre. Donc je pense que ces assises tombent très bien. Et il est grand temps maintenant que, bon, chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on essaie ensemble de voir dans la même direction. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Alors, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que c'est un problème de vision commune pour une promotion du secteur qui fait défaut? Alors, nous voulons d'abord féliciter le ministère des Sports parce que quand vous regardez, c'est la toute première fois que ce genre d'activités se tiennent au ministère des Sports. Et ça déjà, ça a salué. Maintenant, et vous savez, quoi qu'on dise, nous sommes dans un pays de désert et on se voit, on se sait et on se connaît. La gouvernance sportive au Burkina Faso est malheureusement gangrénée par des leaders ou même par des personnalités qui ont des soucis, surtout en matière de rassemblement et en matière de fédérer. Quand vous regardez un peu quelques années de cela, et le bureau sortant surtout de la FPF, parce que ce n'est pas le seul domaine du sport, mais malheureusement, c'est ce qui a beaucoup fait couler, c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand vous regardez... Mais il y a d'autres fédérations aussi qui ont eu des difficultés. Justement, mais pas comme quand même la FBF, je viens. Le problème c'est quoi? Quand vous regardez, c'est des clans. Et quelle que soit la pertinence de votre vision, si vous avez, quand le verre se trouve au milieu du fruit, madame, c'est difficile de l'extraire. Et malheureusement, surtout au niveau du sport au Burkina Faso, je peux dire dans presque toutes les fédérations, ces problèmes existent. C'est des calculs, c'est des intérêts. On ne voit même pas le souci de pouvoir positionner notre sport au niveau africain et au niveau international. Et on a cette manière-là d'être modeste, d'avoir des ambitions modestes, qui fait que quand on a le peu, on se contente de ça. Aujourd'hui, quand vous regardez le Burkina Faso, logiquement, si tout allait très bien, je pense qu'on ne sera pas à ce niveau, au niveau africain et au niveau mondial. Mais malheureusement, c'est comme ça, et ça sera comme ça, si on ne change pas notre fort intérieur. Parce qu'on a les hommes qu'il faut, mais malheureusement, on n'a pas le comportement qu'il faut. Et pour moi, c'est un problème de comportement. Sinon, l'initiative, vraiment, pour une toute première fois, ça a salué. Mais comme je disais tantôt, surtout que c'est quand j'ai vu les recommandations, je pense que c'est déjà bon. Maintenant, comment l'opérationnaliser? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment l'opérationnaliser? Alors, parmi les recommandations, il a été fait cas d'un Conseil national des sports et des loisirs. Est-ce qu'on peut... c'est vrai qu'on ne connaît pas la structuration ni les objectifs de cette structure qui a été proposée, mais déjà pour revenir aux problèmes qui minent le sport. On va parler du stade du 4 août, ce dossier emblématique qui attend toujours d'être solutionné. Le procès avait été annoncé par le procureur en tout cas, et pour le moment il n'a pas eu lieu. C'est donc des attentes. Vous, en tant que passionné du sport, est-ce que ça vous peine de voir que des infrastructures sportives ont été réalisées mais sont aujourd'hui à l'abandon et d'autres peinent à être réhabilitées comme le stade? Ok, avant de vous répondre d'abord par rapport aux conclusions de ces assises. Bon, le Burkina Faso, c'est une belle embellie conceptuelle. On a des beaux textes au monde.
on a les belles décisions. Maintenant, il faut passer de la décision à l'application de la décision. C'est ça le problème. Donc, madame, je pense, premièrement, sur le cas du stade du Katoute, je pense que c'est une question de dignité, de fierté nationale. Est-ce que on est fier aujourd'hui qu'on dise dans le monde là qu'au Burkina Faso, on n'a pas de stade officiel? Il faut qu'on ait des responsables à qui ça fait mal, qui entrent la nuit, qui dorment et qui se disent mon pays que j'aime tant est la risée du monde. Je vous rappelle qu'une fois on était allé, bon, il paraîtrait, c'était des velléités, que nous voulions aller demander le stade d'Abidjan pour jouer un match des étalons. Le stade Félixia. Moi ça m'a fait très mal, parce que de façon naturelle, l'Ivoirien prend le Burkinabé de haut. Ils sont condescendants, méprisants envers nous. Et on va aller encore se quémander un stade pour jouer. Là, c'est encore se livrer un peu aux gémonies à ces gars-là. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui n'ont pas, pour eux, n'ont pas de cœur. Puisque normalement, quand même, madame, bon, je parle du stade du Katoute. Le stade du Katoute a été construit en 1981 sous le CMPN de Césaire Beau. C'était rénové en 1996 sous Blaise Compaoré pour pouvoir accueillir la CAN 98. Donc, et de 1998 en 2025, la FIFA a pris 10 ans pour nous prévenir qu'attention, vos stades sera bientôt mis sur la liste noire. La FIFA nous a prévenus avant de prendre la décision finale de fermer le stade de Katoute. Bon, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes assis, on pense qu'à nos penses, on ne pense qu'à l'œsophage, gauche intestin. Les fonds alloués à la construction du stade, c'est sûr, c'était détourné. Là, on va parler sans embâche et sans peur. Donc, du coup, je pense, madame, qu'il faut des gens qui vont savoir taire leurs intérêts égoïstes, égotistes, égocentriques et penser Burkina. Bon, par exemple, je prends un exemple pour dire un pays qui se fait appeler le pays des hommes intègres et qui n'a pas de stade de football et ça ne nous émeut pas, ça ne nous titille pas, on s'en fout, on vit. Donc je pense quand même, madame, qu'il est grand temps maintenant que bon, ces assises-là puissent taper du poing sur la table pour imposer la réflexion du stade de Katoute. C'est ce que j'ai à dire. Il faut des gens quand même au Burkina qui vont se révolter, qui vont s'indigner. Voilà, c'est le mot, qui vont s'indigner par rapport à notre situation actuelle et se dire qu'on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Il faut nous comme un stade pour pouvoir bien se développer du côté footballistique. Au-delà du football, il y a aussi d'autres aspects, notamment le triple saut où le Burkina a excellé, a même remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Il y a aussi d'autres disciplines qui sont jugées un peu en retrait. Est-ce que justement ces assises-là ne sont pas le lieu de ramener ces différentes disciplines au devant de la scène et de réfléchir à comment mieux les organiser, mieux les soutenir sur le plan financier pour de meilleures participations aux compétitions internationales? Alors, permettez-moi de dire avec tristesse qu'au Burkina Faso, les athlètes, nos athlètes qui évoluent au Burkina Faso ne vivent pas de leur art. Malheureusement, c'est ça. Il y a des athlètes qui peuvent faire 6 mois sans percevoir leur salaire. Ça existe au Burkina Faso. Et malheureusement, le sport qui devrait être une industrie, chez nous au Burkina Faso, continue de patauger dans la boue. Et quand vous regardez un peu la somme de tous ces facteurs-là, cela explique simplement que on n'arrive pas à mettre un équilibre parfait entre les différents sports. Parce que le problème, c'est ça. Quand vous regardez notre champion du monde, Yves Fabrice, regardez son parcours. C'est personnel. Combien de personnes peuvent évoluer en solo et arriver à ce niveau? On a eu des gens qui ont malheureusement brandi le drapeau du Burkina Faso. Je parle de Nabaloum Draman Diboumboum. Et regardez où aujourd'hui, il en est où aujourd'hui. Et regardez son histoire. Donc c'est pour dire qu'on a des champions, mais on n'a pas de mécanisme d'encadrement réel. Excusez-moi du terme. On n'a pas de mécanisme réel d'encadrement de nos sportifs et de nos champions qui fait que aujourd'hui vous n'allez pas, quand vous sortez, interroger au moins quelques acteurs sportifs. Je ne parle pas des encadreurs, je parle des acteurs, ceux qui sont sur le rectangle vert, et au top le rectangle vert, ou bien ceux qui font le triple saut, ou bien qui jouent le basket, ou bien qui font ainsi de suite, la boxe et autres. Interrogez-les, vous allez voir, ils ne vivent pas de leur art.
Or, ça ne devrait pas être comme ça. Et malheureusement, on continue de faire avec, tout en espérant que l'enfant Jésus viendra un jour et tous nos problèmes seront réglés. Mais malheureusement, il faut que nos acteurs, les encadreurs techniques, les responsables, et surtout même, je voulais même appeler le chef de l'État vraiment à nous aider à structurer ce secteur-là. Parce que quand vous regardez des légendes comme Samuel Eto'o, des légendes comme Didier Drogba, partout où ils partent au monde, on les reconnaît. Aujourd'hui, quand vous parlez de Yves Zango Fabrice, c'est où il n'est pas allé. Quand vous parlez de Iron Bibi, qui ne le connaît pas au monde? C'est le Burkina Faso. On a vu Iron Bibi quand il soulevait, il a mis ceinture de VDP. C'est une fierté. Mais ils sont combien? Et actuellement, je ne suis même pas sûr qu'on est en train de préparer l'après Iron ou bien l'après Zango. Donc, il faut que c'est des réflexions qu'il faut que nos autorités vraiment regardent aujourd'hui dans la direction du vent et ne laisse pas le vent les diriger. Parce que quand vous regardez un peu ce qui se fait le stade du 4 août, nous avons eu une audience au ministère des Sports la semaine surpassée. Nous avons été reçus par Madame la conseillère technique. Elle nous a dit clairement que le stade avance. Nous avons été contents parce que nous sommes allés pour ça. Aujourd'hui là, moi je me vois mal en train d'échanger avec peut-être un jeune Malien. Et ceux-eux, ils n'ont pas de problème de ça. Aujourd'hui, là, le Burkina Faso est un grand pays de football. Et malheureusement, quand vous êtes dans la sous-région, quand on parle des pays de football, on n'est pas derrière. Mais malheureusement, nous sommes le seul à ne pas avoir de stade. Et les gens marchent comme s'il n'y a rien. Les gens s'expriment comme si c'était normal qu'il y ait des difficultés jusqu'à ce niveau. On peut avoir des difficultés, mais ce n'est pas des difficultés profondes jusqu'à ce niveau-là. Et ça, nous sommes indignés en quelque sorte. C'est une indignation. Et je sais que nos champions, nos étalons, eux-mêmes rêvent de revenir jouer au stade du 4 août. Et je pense qu'on doit même arracher notre qualification à la Coupe du Monde là, devant l'Égypte au stade du 4 août. Ça, c'est possible. C'est possible. Allez-y. Quelque chose, c'est qu'au Burkina Faso, on manque de leadership. On n'a pas des leaders qui ont une vision à court, moyen et long terme. Puisque toute direction est basée sur la stratégie. Où est-ce que je veux aller? Et au sport burkinabé, on réussit au hasard. Iron Bibi est allé au Canada étudier. Le Burkina n'arrive pas à Iron Bibi. Iron Bibi est allé au Canada étudier. C'est là qu'il a découvert qu'il a une vocation de soulever le fer, les deux champions du monde. Yves et Zango allaient étudier en France. Et c'est en France qu'il a vu l'étoffe du triple saut. Donc ça veut dire, on fonctionne au hasard, on a des coups d'éclat ponctuels, des feux de paille après qu'ils s'éteignent. Alors que normalement on doit s'asseoir, réfléchir. Nous voudrions participer à la Coupe du Monde 2028, la Coupe du Monde 2030 et remporter la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique 2028. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle infrastructure? Quelles compétences, quelle aptitude il faut développer en nos jeunes là pour atteindre cet objectif-là? C'est ce qu'on n'a pas. On a des leaders qui font des guéguerres, des barrades inutiles, mais capables d'assurer une stratégie de développement du sport burkinabé. On espère donc que les recommandations, en tout cas formulées au cours de ces assises, vont permettre de contribuer au rayonnement de ce secteur. On poursuit toujours en sport avec les étalons cadets des catégories moins de 17 ans qui font la fierté du Burkina Faso. Au cours de 4 sorties, ils ont gagné les matchs de poule et les quarts de finale. Et face à l'Afrique du Sud, au Cameroun, à l'Égypte, à la Zambie, ils ont toujours dominé leurs adversaires. Nous allons suivre le résumé de leur dernière sortie face à la Zambie où ils ont pu maîtriser les Chipolopolo 6-1. Promenade de santé pour les étalons cadets en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Les garçons de Oscar Barrow ont été sans pitié face à l'équipe de la Zambie en ouverture du Final Four. Portés par une attaque en feu, les cadets burkinabés brûlent la politesse à leur adversaire dès la 12e minute. Tête de Mohamed Fofana et le portier zambien est battu.
Le cauchemar de ce dernier ne fait que commencer. Lukman Tapsoba le trompe à la 21e minute sur penalty. Malgré la réduction des Zambiens juste avant la pause, les Burkinabés n'abdiquent pas. Ils sanctionnent l'équipe zambienne dès le retour des vestiaires. Cette fois-ci, c'est Alidou Diakité qui est dans la conclusion. 3-1, le Burkina est déchaîné. Lukman Tapsoba va se permettre un triplé au cours de ce match, portant à 7 le nombre de ses réalisations dans le tournoi. Il prend alors tout seul la tête du classement de meilleur buteur de la compétition. Alidou Diakité termine avec un doublé contre la Zambie. Le match se termine donc sur un score tennis 6-1 pour les étalons qui écrasent leur adversaire et compostent leur ticket pour les demi-finales. Les étalons cadets se dressent ainsi comme un candidat sérieux pour le sacre final de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voici donc pour la sortie des étalons U17 face à la Zambie. Alors comment est-ce que vous avez apprécié leurs différentes sorties? Alors, il faut féliciter nos étalons U17 pour cette prouesse. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de petites équipes. Et quand vous regardez depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est un parcours sans faute. Il faut seulement les féliciter. Puis aussi féliciter l'entraîneur pour son esprit de leadership et surtout pour ce travail technique qu'il a bas avec ces joueurs-là. Alors, Sidiki Zerbo, comment est-ce que vous voyez ces différentes sorties? Est-ce que nous avons les chances de notre côté pour remporter cette CAN? Bon, premièrement, depuis le bon, on est déjà qualifié pour les demi-finales. Bon, vous savez, au football, ce n'est pas la défaite qui fait mal. Ce n'est pas la victoire aussi qui émeut, mais c'est la manière de perdre ou de gagner. Donc je prie Dieu qui gagne la Coupe d'Afrique, qui va faire du bien à ce pays-là. Puisqu'en ces temps rudes, difficiles, douloureux, où on n'a que des mauvaises nouvelles, une CAN pourrait faire du bien à ce pays-là. Une Coupe d'Afrique pourrait apaiser les cœurs, réjouir les esprits et surtout nous fédérer davantage. Mais madame, il joue déjà très bien. Même si c'est à ce stade de compétition, je suis satisfait. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la défaite qui fait mal, c'est la manière de perdre qui fait mal. Et ils auront tout donné à cette Coupe d'Afrique-là. Mais je pense qu'on peut gagner. Puisque, madame, si vous permettez, je vais remonter un peu l'histoire. Allez-y. Bon, de prime abord, moi, cette performance-là, ça ne m'étonne pas. Cette prestation des étalons en Coupe d'Afrique, bon, ça ne m'émeut pas, ça me séduit pas autant que ça. Pourquoi? Parce que le Burkina a toujours été très fort dans les petites catégories. En 1999, on a joué la finale de la Coupe d'Afrique face au Ghana, 99. Moi j'étais en 6e, je rappelle, avec des yeux d'enfant. En 2001, on a rebeloté, on a joué la finale face au Nigeria, mais qu'on a perdu. Et le 22 janvier 2011, face aux Amazones du Rwanda à Kigali, au Stade Amahoro, on a gagné la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2011, moins de 17 en 2011. Donc ça veut dire que dans les petites catégories, les Burkinabés sont très forts. Et maintenant je vous rappelle ceci, peut-être que beaucoup l'ont oublié, en 2001, par la Coupe du Monde en Trinité et Tobago, en Amérique latine, les étalons ont battu en quart de finale l'Espagne de Andrés Iniesta et de Fernando Torres. Je répète, madame, le Burkina Faso, depuis les 17 ans, on a battu l'Espagne de Fernando Torres et Iniesta, qui sont devenus les champions du monde plus tard. Et en petite finale, match de classement, on a battu l'Argentine d'un certain Carlos Tevez, Javier Mascherano et puis Maxime Rodriguez. Donc l'enfant burkinabé de nature est doté de qualités sportives extraordinaires. L'enfant burkinabé de nature a une valeur physique très forte. Puis, madame, on était les terrains sénégalais la plupart. Mais pourquoi je me dis que ça ne m'étonne pas? Je vois l'avenir. Ces jeunes-là, quand ils vont grandir, quand ils vont goûter à la gloire, à l'argent, aux belles voitures, quand ils vont aller en Europe, j'espère que comme les prédécesseurs, ils ne vont pas étouffer dans l'œuf la passion, l'enthousiasme
et l'engagement qu'ils ont eu quand ils avaient 17 ans. Puisque, madame, le problème du Burkina Faso, c'est quoi? C'est quand ils grandissent. Quand ils grandissent, on tombe dans l'orgueil, dans l'arrogance. On va revenir sur ce point. Ok, non mais je tiens à le préciser parce que là je dis moi il ne m'étonne pas, je les regarde sans beaucoup applaudir parce que de par le passé on a applaudi des virtuoses tels que Enoch Konombo, Landry Paul Gorogo, Seydou Panam Tigri et Kontoromde, mais plus après qu'ils ont trahi. On est quand même à 4 victoires et c'est à célébrer, n'est-ce pas Sylvain? Oui. Et ils sont déjà sur la bonne voie peut-être. Moi je dis cette équipe va revenir à Ouagadougou avec ce trophée. Ce qui est un peu écœurant et qu'il faut souligner, c'est la continuité. Quand vous regardez un peu la dernière victoire des U17, c'était en 2011 comme il a dit, et le seul rescapé qui continue de porter haut les couleurs du Burkina Faso, malheureusement c'est Bertrand Traoré. Et pourquoi c'est Bertrand Traoré? Parce qu'il a eu le coup de pouce d'Alain Traoré qui était déjà à un certain niveau. Et quand vous regardez ces jeunes-là, si malheureusement l'encadrement technique ne fait rien, on ne va même pas avoir ne serait-ce que 2 ou 3 jeunes qui vont continuer des étoiles qui vont briller. Il y a du talent. Mais on a déjà des noms, Loukman Tapsoba, aujourd'hui je regardais un journaliste sportif européen qui cite des clubs comme Manchester City, Chelsea qui sont intéressés par notre champion. Mais je dis, moi je parle du groupe, le collectif. C'est un bon collectif. Mais malheureusement, c'est pas sûr que ce collectif-là, dans 5 ou 10 ans, on aura au moins 2 ou 3 joueurs. Parce que généralement, quand on revient, nos structures techniques ou bien les managers des différents clubs baissent la garde et les enfants vraiment n'arrivent pas à évoluer. Sinon, cette équipe-là, moi j'ai toujours dit, quand vous la regardez, vous n'avez pas la peur au ventre. Contrairement aux grands, quand on jouait contre le Cameroun, j'ai dit on gagne le Cameroun. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est nos grands là, quand on joue contre le Cameroun, un match nul c'est une victoire. Pourquoi? Quand on joue contre l'Égypte, quand on fait un match nul, c'est une victoire. Mais nos enfants là, les maths. Et il y a pas, on sent la volonté d'y aller, on sent le cœur qui va avec et on sent l'engagement et la volonté. Et donc vous êtes d'avis avec Zerbo que ce sont des étoiles qu'il faut préserver, il faut encadrer et surtout qu'ils aient de très bons clubs afin que cette formation-là se poursuive. C'est surtout ça, parce que ce qui va tomber dans les mains de managers véreux qui les vendent à des clubs pour plus le pécunier que la performance sportive. Généralement, ce qu'on observe, c'est que le football, malheureusement, est un business. Et l'agent du joueur, il ne cherche pas la progression ou bien la carrière forcément du joueur. Il cherche qu'est-ce que je gagne ou bien de façon numéraire, qu'est-ce qu'on gagne. Sinon, si on regarde vision, si on parle carrière, on parle vision, je pense qu'on peut faire mieux. Et quand vous regardez même nos étalons, regardez, on a combien qui jouent dans des grands clubs en Europe. C'est rare de citer un joueur qui a joué au Real Madrid, qui a fait au moins 5 matchs étant titulaire. C'est rare de citer un joueur, excepté Bertrand, qui a fait Chelsea. Vous voyez, quand on veut être grand, quand on veut rapporter la CAN, il faut mettre la barre haute. Et je pense aujourd'hui, quand on parle de Liverpool, c'est voilà des clubs où nos joueurs doivent même refuser parce que la proposition ne les intéresse pas. Mais malheureusement, on n'a même pas de proposition. Il y a un problème. Quand on regarde Dango, ce qu'il fait, on est content. Et quand on connaît le niveau et la rigueur du championnat anglais, on est content. Imaginez que dans notre 11 des étalons, on a au moins 5 qui jouent en Premier League et 2 en Bundesliga, ainsi de suite, et qui sont titulaires indiscutables. N'importe quelle équipe qui va rencontrer le Burkina Faso, que ce soit en CAN ou bien en Coupe du Monde, ils vont parler, ils vont réfléchir 2 fois. Et toi l'a dit que en 2006, non pas en 2006, en 2014 quand il partait, en 2002 autant pour moi, quand il partait en Coupe du Monde, ils étaient persuadés que le Cameroun allait remporter la Coupe du Monde parce qu'à chaque poste, ils avaient 1 ou 2 joueurs qui étaient super bons et qui étaient performants. Ils n'avaient personne, ils craignaient personne. Mais aujourd'hui, quand on regarde, chez nous, ce n'est pas le cas. Quand il y a un qui est blessé, c'est la peur au ventre. Donc il faut que vraiment on travaille à positionner nos joueurs là où il faut pour créer seulement la peur chez l'adversaire et nous-mêmes nous permettre d'avoir notre première étoile. Et notre première étoile. Je suis leur match sur Internet. J'ai un site où j'ai suivi le match là. Et je pense que dès leur retour,
on doit d'abord les qualifier de prunelles de la nation burkinabé. Ce sont nos prunelles. La fédération doit créer une stratégie spéciale de suivi, d'encadrement, d'accompagnement de ces jeunes-là. Leur faire des stages de perfectionnement de leur talent, travailler sur leur mental. Puisque le Burkinabé est faible mentalement. Face à l'argent, à la gloire, on devient bizarre. Donc du coup, il faut leur apprendre surtout de l'ambition. Parce que nous, on manque d'ambition. Le Burkinabé est minimaliste, il est réductionniste. Il part en deuxième division française, en Ligue 1 française, il a 10 000 euros par mois. Quand il passe à calculatrice, calcule 10 000 fois 6,55, ça fait 8 millions. Fin de carrière. Quand il vient à Ouagadougou, on court derrière lui, il est star à Ouagadougou. Donc on doit apprendre à ces jeunes l'ambition. Madame, j'ai vu ces enfants-là jouer. S'ils continuent dans cette progression, nous on peut gagner la Coupe d'Afrique 2028 et jouer la Coupe du Monde 2030. Puisque à leur âge là, ils n'auraient envie à une équipe. Donc ça veut dire que le talent y est. Le talent y est, le talent est encore brut. Donc surtout éviter d'avoir la grosse tête aussi. C'est là que je dis. Et actuellement ils sont jeunes. Ils sont animés par la passion, la vocation, l'enthousiasme et l'engouement. Ils peuvent être aussi influençables. Donc ils sont encore jeunes, ils ne voient pas d'abord l'argent et ses retombées. Mais une fois qu'ils vont grandir et qu'ils seront des stars, vous allez voir, c'est nous-mêmes au Burkina Faso ici, on va leur faire prendre la grosse tête dans les maquis, les boîtes de nuit, on va créer leur nom. Au lieu de leur dire que non, jeune homme, tu n'es pas encore arrivé, travaille davantage pour être Drogba, Eto'o, Ronaldo ou Messi. Non, on va trouver que non, il faut être à la Ligue dit, non, Mano Yam. Et ce sont ces mêmes-là qui veulent les critiquer après pour dire que non, on savait. C'est des cas qu'on a vus. Donc je pense, vous avez le Bertrand Traoré. Moi, Bertrand, c'est un joueur qui me fait mal au cœur. En 2011, moi j'étais étudiant à Dakar. On a rapporté la Coupe d'Afrique de 2011 face au Rwanda. Toute la presse sénégalaise disait que waouh, Bertrand Traoré il est fort, au nom de Dieu. Lui là, c'était un fil de bâton dans le nord-africain. Et Bertrand Traoré a brillé avant Mohamed Salah d'Égypte, avant Sadio Mané du Sénégal en 2011. Et comment se fait-il aujourd'hui que Sadio Mané et Mohamed Salah ont des ballons d'or alors que Bertrand peut être ballon d'or? Alors si je prends le talent, Bertrand n'a rien à dire. Pourquoi? C'est un peu l'hygiène de vie, le manque d'ambition. Et bon, la volonté de ne pas aller très haut. Donc je pense que ces enfants-là, il faut les encadrer. Il faut les contrôler. L'hygiène de vie, test mental, test psychologique, ils vont aller très loin. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On termine très sportivement avec la présidentielle au Gabon. Olingi Nguema qui est passé haut les mains avec 90,35% des suffrages. Le général Brice Clotaire Olingi Nguema qui remporte cette présidentielle face à 7 autres candidats. Est-ce que, comme les autres observateurs, pour vous, c'est une victoire qui était déjà connue? Alors, sans suspense. Bon, je pense qu'on a tous j'ai suivi ça de loin. La campagne présidentielle. La campagne présidentielle. Et quand on faisait le show, quand on voyait le show qui se faisait à chaque meeting, on s'est dit que c'était un hold-up. Parce que il était convaincu, non seulement qu'il allait passer au premier tour, et que ses adversaires politiques ne plaisaient pas. Donc pour nous, c'est avec ce qui est un peu, ce qu'on regarde un peu avec regret, c'est est-ce que réellement l'espoir que les Congolais ont mis en lui, autant pour moi les Gabonais ont mis en lui, est-ce que réellement il va porter cet espoir-là? Parce que c'est la première élection sans la famille Bongo. Donc c'est une rupture qui a été faite. Mais est-ce que la confiance placée en la personne va vraiment faire tache d'huile? Ce sont des inquiétudes. Est-ce que pendant la campagne électorale, le personnage vous a séduit? Un homme qui paraît assez facile d'accès et qui est à l'écoute des jeunes. On a vu dans des vidéos danser, chanter et tout. Est-ce que il pourrait faire un candidat, un président, autant pour moi, à l'écoute de sa population? Bon, il faut dire que moi personnellement, je ne vois pas cette manifestation-là, cette foule-là, comme une proximité avec la population, surtout les jeunes. Moi, je ne conçois pas ça comme ça. Je me dis que c'était des joies d'avant-coureur parce qu'il savait, il célébrait déjà sa victoire. Parce que quand on regarde un peu malheureusement, en Afrique,
quand vous voyez nos chefs d'État, entre ce qui, pendant les périodes de campagne et pendant la gestion du pouvoir, parce que c'est ça aussi malheureusement, la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir, c'est deux choses différentes. Et je pense que pour ce que j'ai vu, personnellement, c'est pas joli. Vous attendez le maçon au pied du mur? Effectivement, parce que c'est au pied du mur qu'on juge le bon maçon. Et nous pensons qu'il a plus intérêt à donner satisfaction que de toujours continuer à danser, parce qu'on n'a pas besoin de danser, on a besoin d'un président qui donne non seulement des résultats et qui porte le rêve depuis les 2 millions d'habitants. Alors, Monsieur Zerbo, sur la question du Gabon, on a vu le score, 90,35% des suffrages encore provisoires, mais ça dénote de la popularité du président Oligui Nguema dans son pays. Oui, il est populaire quand même, et surtout, il n'y avait pas en face de lui un poids lourd de la politique gabonaise. Il n'a pas eu à affronter un grand nom de l'opposition gabonaise. Il y avait un ancien Premier ministre tout de même. Oui, mais cet ancien Premier ministre, c'est un homme du sérail. C'est quelqu'un qui a été biberonné, qui a été conçu, qui a grandi, qui a mûri dans le sérail de Omar Bongo. Donc, Oligui Nguema était d'ailleurs dans le sérail. C'est le cousin d'Ali Bongo. Oui. C'est le cousin d'Ali Bongo, il est dans le sérail. Et je pense que le Gabon, bon, je ne veux pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais je ne peux pas ressortir de l'auberge. Puisque initialement j'ai cru... Cette rupture n'est que de façade. Non, on sera en face d'une alternance sans alternative. Pourquoi? Puisque madame, j'ai cru en ce jeune homme-là un potentiel ATT. Puisque ce qui a motivé le coup d'État de Oligui, c'est qu'il disait que non, les élections avaient été usurpées par Ali Bongo quand il avait gagné. Donc, c'est ce déficit de démocratie qui l'a motivé à faire son coup d'État. Donc, pour moi, il a fait son coup d'État pour rétablir les institutions, pour un peu faire déguerpir la famille Bongo et mettre le Gabon sur les rails. Mais je vois un général de surcroît qui devient civil, en même temps DJ de campagne, qui se met à danser. Bon, là, j'ai reconnu l'Afrique centrale, ça ne m'étonne pas. Mais maintenant, madame, je vois surtout dans toutes choses l'avenir. On parle du Gabon, 2 millions d'habitants, la population de Ouagadougou, avec un pays immensément riche en pétrole, en gaz, et avec des forêts toujours vierges où personne n'est rentré. Le Gabon, c'est un émirat, un émirat dans l'Afrique centrale. Donc je pense que Oligui a un enjeu qui est énorme, puisqu'il doit réparer l'injustice sociale, il doit réparer le système éducatif gabonais, puisque je vous rappelle, madame, que c'est notre NRF qui forme le système, les acteurs du système financier du Gabon. Ils sont formés à l'NRF ici. Et lorsque des étudiants gabonais disent que non, ce que vous avez comme route à Ouagadougou ici, nous on l'a pas au Gabon. On voit des salaires de 4 millions de francs CFA. Donc je pense que c'est un moment, il est grand temps maintenant pour ce grand pays d'Afrique-là de peser de tout son poids pour se donner de l'eau potable, de l'électricité et surtout être une locomotive en Afrique centrale où ça ne va pas. La CEMAC, c'est un géant au pied d'argile. On a le Congo à côté qui peine à faire des élections, qui peine à s'entendre. Bon, on a le Cameroun avec un président qui est moribond, un mort vivant. Donc je pense que le Gabon quand même doit essayer de s'ériger un peu comme une locomotive, comme un exemple dans l'Afrique centrale. Donc c'est juste ce que je pouvais dire à Oligui, à qui on souhaite tout le bonheur du monde. Alors on va refermer donc ce débat. Merci à Sylvain Yamugo, président du réseau patriotique burkinabé. Merci à Boubacar Sidiki Zerbo, qui est enseignant en logistique, acteur de la société civile. Je vous remercie, madame.